L'opposition sud-africaine interpelle Jacob Zuma sur le versement des aides de l'État. En République centrafricaine, l'ONG Famille et Développement fait du social. Elle veut s'investir davantage dans la promotion de l'alphabétisation. Puis, hors de l'Afrique, au Royaume-Uni, le Parlement britannique a donné le feu vert pour enclencher le Brexit. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma était à nouveau devant le Parlement jeudi dernier. Au cours de cette session boycottée par les députés du Parti radical de Julius Malema, le chef de l'État a été interpellé par le reste de l'opposition au sujet de l'affaire du risque de non-paiement des aides sociales à 17 millions de personnes en avril prochain. Le président Jacob Zuma a soutenu sa ministre du Développement social qui essuie des critiques depuis quelques semaines. Il a insisté sur le fait que les aides sociales seront payées à temps et qu'il n'y a pas de crise. En effet, le gouvernement verse chaque année près de 10 milliards d'euros d'allocations, un paiement qui est sous-traité par une entreprise dont le contrat s'achève à la fin de ce mois. Mais la justice exige que ce contrat entaché d'irrégularité ne soit pas renouvelé. L'opposition, elle, accuse la ministre en question d'incompétence, voire de corruption, et demande sa démission. Au-delà de la crise que pourrait provoquer le non-paiement de ces aides le 1er avril prochain, cette affaire met une nouvelle fois en lumière le bras de fer au sein du gouvernement entre proches du chef de l'État et ceux rangés derrière le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Dans une lettre officielle datée du 9 mars dernier, les autorités congolaises ont fait savoir aux autorités zambiennes que le voyage de l'opposant Moïse Katumbi en Zambie ne leur a pas plu. Dans cette lettre adressée au ministère zambien des Affaires étrangères, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Zambie s'étonne de la présence de l'opposant Moïse Katumbi à Lusaka, la capitale zambienne, lors du match de football entre l'Afrique du Sud et la Zambie le 8 mars dernier. Pour conclure, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Zambie demande aux autorités zambiennes de lui indiquer les motifs qui ont conduit à l'arrivée de Moïse Katumbi dans le pays. Par ailleurs, en homme libre selon ses dires, Moïse Katumbi en exil depuis son inculpation pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure poursuit sa tournée en Afrique australe. Il était ce mercredi en Afrique du Sud où il a annoncé avoir commandé de la farine de maïs pour venir en aide à la population du Katanga, une province qu'il connaît bien pour en avoir été le gouverneur entre 2007 et 2015. Depuis plusieurs mois, le prix de la farine de maïs, qui constitue un aliment de base pour de nombreuses familles congolaises, connaît d'importantes variations et menace la sécurité alimentaire dans la région. À travers un communiqué, des syndicats gabonais ont demandé à plusieurs institutions internationales d'exercer des pressions sur les autorités de Libreville pour faire respecter les droits des travailleurs et les droits de l'homme. Proche de l'opposition, la Confédération syndicale Dynamique Unitaire dénonce des grèves réprimées par les forces de l'ordre, notamment l'intervention policière fin février contre les grévistes de l'entreprise pétrolière Morel et Prom, ou la suspension par le gouvernement des salaires de 807 enseignants grévistes de l'enseignement public. Elle appelle ces institutions, dont l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation internationale du travail, à exercer des pressions multiformes, voire à porter plainte contre le gouvernement gabonais pour faire respecter les droits des travailleurs, les droits de l'homme, l'état de droit et les valeurs démocratiques. Dynamique Unitaire rappelle aussi l'arrestation arbitraire le 9 juillet dernier de son président Jean-Rémy Yama, détenu 3 mois, affirmant que 2 syndicalistes arrêtés avec lui avaient subi des tortures. Rappelons que Dynamique Unitaire a publié son communiqué une dizaine de jours avant le lancement du dialogue politique proposé par le président Ali Bongo.
si les populations sont alphabétisées, la famine et la pauvreté pourraient être sensiblement réduites dans la société. Le centre d'alphabétisation, de formation et d'apprentissage, créé il y a 5 ans dans le 6e arrondissement de Bangui, s'est fixé comme objectif la lutte contre le taux élevé d'analphabétisme afin de promouvoir le développement durable. Je suis fière de venir à l'école de Sewamai parce que je sais lire et écrire en français. Grâce à l'appui financier de l'ambassade de France à Bangui, l'ONG Famille et Développement a pu alphabétiser une 50aine de personnes à travers le projet Quartier d'avenir. Dans l'alphabétisation, nous recherchons la potentialité humaine en matière de l'écriture, écriture et calcul. Et secondo, l'action est axée sur la planification familiale. L'alphabétisation doit être au cœur de nos objectifs. L'ONG Famille et Développement, dont les activités touchent également les villages situés dans un rayon de 80 km autour de Bangui, s'appuie sur des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale pour atteindre ces objectifs. Trois morts et 6 blessés, c'est le bilan d'un incendie survenu ce jeudi dans un camp abritant des déplacés ayant fui les violences provoquées par le groupe djihadiste nigérien. Selon l'Agence nationale de gestion des urgences, le feu s'est déclaré dans la localité de Kondouga, dans un site accueillant plus de 6200 personnes déplacées par le conflit entre l'armée nigériane et le groupe djihadiste. Kondouga est situé à environ 35 km de la capitale de l'état de Borno, Maiduguri, le berceau de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Dans les camps, les déplacés vivent en majorité dans des tentes de fortune, souvent faites d'herbes sèches entrelacées avec des branches d'arbres. Relance jeudi par une juge fédérale new-yorkaise d'une plainte déposée contre Berlin et restée jusqu'ici sans suite. Les tribus Nama et Herero, originaires de Namibie, ont repris espoir d'obtenir réparation. En effet, le génocide de leurs ancêtres par les autorités coloniales allemandes date d'il y a plus de 110 ans. Nous essayons de rapprocher des autorités allemandes depuis près de 30 ans pour négocier une solution à l'amiable. Mais elles refusent systématiquement de nous parler, prétextant que nous ne sommes pas une entité souveraine ni un État. Le modèle que nous essayons de suivre pour trouver une solution est le modèle conçu et utilisé par l'Allemagne elle-même, à l'époque où elle devait faire face à ses responsabilités vis-à-vis de nos frères et sœurs juifs après l'Holocauste. Killing was killing. They have killed our people. Ils ont tué les nôtres, même dans les ordres d'extermination. Il était dit, dégagez-les tous, dégagez les Namas, dégagez les Hereros. C'est pour cela que nous ne sommes aujourd'hui qu'une minorité. Mais ce n'est pas parce que nous sommes une minorité que nous n'allons pas dire la vérité, que nous n'allons pas nous battre. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est le début d'une longue route. Nous savons qu'elle ne sera pas facile, mais nous sommes prêts quoi qu'il se passe. La juge Laura Taylor Swain, fixant la prochaine audience au 21 juillet, a accordé une première victoire à la quinzaine de représentants des deux tribus venus spécialement à New York depuis la Namibie, le Canada ou le centre des États-Unis. L'Allemagne dispose donc de 4 mois pour répondre à leur demande de réparation pour les dommages incalculables subis par les deux peuples. Ce génocide, le premier du XXe siècle, remonte à l'époque où la Namibie s'appelait encore Afrique allemande du Sud-Ouest.
Le dernier obstacle est enfin levé. Le Parlement britannique donne son accord au déclenchement du Brexit sans condition. La Première ministre Theresa May devrait maintenant informer ses partenaires européens avant la fin du mois. Ce n'est pas le moment de faire de la politique un jeu ou de créer de l'incertitude. Il faut rassembler notre pays, honorer la volonté des Britanniques et façonner pour lui un avenir meilleur et une meilleure Grande-Bretagne. Theresa May a dû livrer bataille au Parlement et à la Cour suprême pour pouvoir lancer les négociations avec l'UE. Et quelques heures avant le vote des députés, la Première ministre écossaise l'a prise de vitesse en annonçant sa décision de demander un nouveau référendum d'indépendance. Je vais donc faire le nécessaire pour m'assurer que l'Écosse aura un choix à faire à la fin de ce processus. Un choix entre suivre le Royaume-Uni dans un Brexit dur ou devenir un pays indépendant, capable de s'assurer d'un partenariat à égalité avec le Royaume-Uni et l'Europe. Car en juin, l'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. C'est un nouveau front qui s'ouvre pour la Première ministre britannique, alors qu'elle a bientôt rendez-vous avec les 27 États membres à Bruxelles. Il y aura une bataille politique très compliquée entre les Britanniques qui veulent diviser pour régner et Angela Merkel, les Allemands, la Commission européenne qui eux veulent garder un front uni pour ne pas être divisés. Et pour montrer sa force, Theresa May n'hésite pas à parler de Brexit dur. La facture de sortie de l'Union européenne risque d'être salée, entre 40 et 60 milliards d'euros. Le coût d'un divorce après 40 ans de mariage sans amour. Malgré la signature fin novembre d'un accord de paix avec la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie, la persistance de cette violence compromet l'objectif commun de la paix dans le pays. Dans son rapport publié jeudi, l'ONU indique qu'en 2016, la majorité des meurtres de personnes appartenant à des organisations de défense des droits de l'homme en Colombie ont été commis dans des zones contrôlées par la guérilla des FARC. L'ONU a attiré l'attention sur le fait que 127 activistes ont été tués l'an dernier dans le pays. Il est très important aujourd'hui de comprendre que le changement en cours dans le pays en raison du départ des FARC de ces zones complique beaucoup la vie des défenseurs des droits de l'homme dans ces zones. 80% des personnes assassinées dans cette catégorie vivaient dans des zones où les FARC avaient une présence historique. 100% de ces zones ont une économie illicite. Nous devons renforcer la paix dans ces territoires de façon critique, avec le contrôle territorial non seulement des forces armées et de la police, mais aussi avec la présence institutionnelle. Plus de 60% des victimes ont trouvé la mort dans des zones aux mains des FARC, à en croire Todd Howland. La quasi-totalité de ces assassinats ont eu lieu dans des zones où l'économie est illicite en raison de la culture de la coca et de l'exploitation minière illégale, mais la guérilla accuse les paramilitaires d'extrême droite d'en être responsables. Nous avons l'intention de faire appel de cette décision erronée. Le ministère de la Justice étudie en ce moment la meilleure stratégie de recours. Nous pensons pouvoir être en mesure de faire appel rapidement du jugement du 4e district et nous cherchons des éclaircissements avant de faire appel de la décision du 9e district. Le danger est réel et la loi est claire. Le président a été élu pour réformer nos vieux systèmes migratoires. Il continuera d'exercer son autorité constitutionnelle et ses responsabilités présidentielles pour protéger notre pays.